Bonsoir, bienvenue à cette session d'introduction à la méthode de Newton. Je considère que je vais optimiser une fonction convexe comme celle que vous voyez. Une fonction convexe admet un seul point qui minimise la valeur de la fonction, il est là, et la valeur de la dérivée dans ce point-là c'est 0. À gauche, sur ce graphique, la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante à gauche, et à droite, la dérivée est positive, ce qui dit que la fonction est croissante à droite. Essayez de retenir ça. Dérivée négative, fonction décroissante, dérivée positive, fonction croissante. Et en fait, pour minimiser une fonction convexe, on doit en fait résoudre l'équation dérivée de x égale 0. Parce que le seul point qui vérifie le fait que la dérivée est égale à 0, ça doit être le point qui minimise la fonction. Si c'est une fonction strictement convexe. Si c'est pas strictement convexe, il peut y avoir plusieurs solutions de l'équation f' de x égale 0, mais c'est pas essentiel pour comprendre les intuitions. On va garder en tête le fait que tout ce qu'on fait en une seule dimension peut se généraliser à plusieurs dimensions. Et on va dire qu'on va résoudre un système un peu plus complexe en plusieurs dimensions. Ça veut dire en plusieurs dimensions, on va demander que le gradient de f soit égal à 0 et le gradient représente le vecteur des dérivées partielles de la fonction f par rapport aux variables x1, x2, x3 jusqu'à xn. Mais pour comprendre les intuitions, on peut commencer avec des choses très terre à terre. Je vais poser d'abord une question qui peut concerner même monsieur tout le monde, le grand public. Disons que vous voyez ce panneau routier. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu. Et il y a une pente de 10%. La pente est décroissante. Ça veut dire qu'en langage de dérivée, fonction décroissante, dérivée négative. Donc, pour moi, le 10% que vous voyez ici, en langage technique, je dirais que c'est moins 10%. Si c'était une pente qui monte, cela aurait été 10%. Je me pose une question qui peut concerner même tout le monde dans la vie de tous les jours. Vous êtes devant ce panneau routier. Vous êtes à une altitude de 7 mètres. Vous descendez à un taux de 0,1. Combien de mètres il faut parcourir pour arriver à une élévation, à une altitude de 0? Ici, c'est relativement intuitif. On fait pas beaucoup attention à tous les détails, mais vous voyez que la largeur doit être 10 fois plus grande que la hauteur. C'est la logique de la pente de 10%. Ça veut dire quoi 10%? La hauteur représente 10% de la largeur. Donc du coup, il faut 70 mètres dans ce cas-là pour arriver à une altitude de 0. Je me pose un problème très similaire. Si je partais d'une hauteur de 7 et si la pente était un peu plus raide, moins 60%, ou si vous voulez un langage mathématique, moins 0,6. Et je veux savoir, pareil, je dois parcourir quelle distance pour arriver à une altitude de 0. Ce que j'appelle ici l'altitude en langage pour monsieur tout le monde, je pourrais en fait l'appeler f. Je pourrais dire ici f, ici la hauteur de 7, ici j'ai f de x0 qui vaut 7. C'est ça l'idée. Ok. Et ici, je veux avoir f de x1 égale 0. C'est ce que je souhaite. Et je veux calculer x1, si je connais x0. On peut voir que là, pareil, la hauteur divisée par la largeur x1 moins x0, comme pour l'image du panneau routier, ça représente, ça c'est égal à la pente. La pente ici c'est 0,6. Ok. Je peux appeler la pente P. Ok. C'est égal à P qui vaut 0,6.
Ok, si c'était dans l'histoire du panneau routier, c'était pareil, sauf qu'on avait 0,1. Ici, on a 0,6. Ok, mais bon, c'est la pente. Ça aurait pu être n'importe quelle valeur. Alors, je vais calculer x1 à partir de ça. Donc, je multiplie tout par x1 moins x0. x1 moins x0, comme ça. Tac. Et ça me donne que la hauteur est égale à p fois x1 moins x0. La hauteur, en fait, ce que je disais, ça c'est le langage pour monsieur tout le monde. La hauteur, je pars d'une hauteur de 7. En langage mathématique, je pars de ce point-là qui dit que fx0, la valeur de la fonction f évaluée dans le point x0, c'est 7. Donc au lieu de 7 de hauteur, je vais écrire fx0. Et j'ai obtenu ça. Donc par la suite, je veux isoler x1. Je multiplie tout par p. Je vais avoir ici divisé par p. Et j'obtiens ça. D'accord? Je passe x0 à droite. J'obtiens x0 plus fx sur p. C'est x1. Donc, pour que la chose soit claire, je passe x1 à droite et j'obtiens ça. Dans tous les calculs qu'on a fait ici, il y a une petite astuce technique. Si vous revenez en arrière dans tous les calculs que j'ai fait, en fait, j'ai toujours pris p égale 0,6. En fait, j'ai fait abstraction d'une chose. J'ai vu la pente dans l'absolu en termes de ratio, mais en fait, la vraie pente, si on utilise le langage mathématique de dérivée, c'est pas 0,6 et moins 0,6. Donc tous les calculs sont corrects jusqu'ici, mais c'est 0,6. Bon, pour pouvoir utiliser d'une manière technique très correcte P, en fait, ici c'est la dérivée si vous voulez. J'arrête de parler de pente et je vais dire f' de... Non, excusez-moi, disons, c'est la dérivée. Et ici, à cause du fait que la pente est négative, il faut mettre moins. Et du moment où d c'est 0,6, moins 0,6, les deux moins ça s'annule et j'obtiens ce que je souhaite. Si vous avez des doutes, vous prenez ce calcul à tête reposée, c'est pas hyper compliqué et j'obtiens ça. À partir de là, je peux voir les choses un peu d'une autre manière. Ça c'est la pente, mais en fait, ce que je peux penser que ce D là, cette dérivée ou cette pente, en fait, ça vient de l'évaluation de la dérivée au point de départ ici, là où il y a étoile. En fait, j'aurais pu avoir une fonction plus complexe à minimiser, qui fait que la dérivée de la fonction calculée dans le point x0, c'était d. Donc, ici, je peux dire que c'est la dérivée calculée dans le point x0. Et comme ça, j'ai calculé x1 à partir de x0. Ici, je donne un autre exemple où la pente est positive. Et la pente c'est f' de xn. Et pareil, on passe de xn à xn plus 1. Je vais appliquer la même formule si vous voulez, mais pour voir les choses très claires, c'est sûr que je peux pas avoir ici n plus 1 égale xn plus f xn divisé par f' xn. Si j'avais ça, lorsque je pars de xn, f de xn est positive, la dérivée en xn est négative. Si j'avais utilisé la formule comme ça, j'aurais fini à droite de xn avec le calcul. Donc il faut revenir en arrière en fait, et c'est moins. Donc il faut mettre moins.
Donc, et ça c'est la grande formule qui permet de calculer le pas de Newton pour passer de xn à xn plus 1. Essayez de la retenir, je peux vous donner ça comme question dans un QCM. Donc ça c'est le pas qui permet d'avancer à la méthode de Newton, d'avancer de xn à xn plus 1. Mais n'oubliez pas une chose, la fonction f dont je parle ici, c'est une fonction pour laquelle je veux calculer la racine. Pour l'instant, je veux calculer f x égale 0. Je veux résoudre l'équation fx égale 0. Plus tard, on va voir comment cette méthode est en fait utilisée pour minimiser une fonction. Donc je répète, si la fonction à minimiser c'est par exemple g, je calcule g', et j'applique la méthode de Newton sur g'. Donc f ici, c'est la dérivée. Et f', la dérivée de f, ça va représenter la deuxième dérivée de la fonction d'origine que je veux minimiser. Donc voilà comment ça marcherait. Deux étapes de cette méthode-là. Je pars d'ici. Ça, x1, c'est le point où la pente de la dérivée touche l'axe horizontal. Et je continue à un autre point. Ici, si la dérivée va comme ça, j'arrive tout de suite dans deux étapes au point x2 qui résout l'équation fx égale 0. Si j'ai plusieurs itérations de cette idée-là, je peux partir de fxn, xn il est là, regarder la dérivée f'xn, elle me l'intersection de la dérivée avec l'axe x conduit au point xn plus 1. C'est calculé tout simplement avec cette formule-là. Et je trouve fxn plus fxn plus 1. Encore une fois, j'ai la dérivée de f'xn plus 1 et j'arrive à xn plus 2, x2. Ici, j'ai la valeur de la fonction fxn plus 2 et ensuite je devrais calculer encore une fois la dérivée et ça peut aussi itérer comme ça. Cette méthode est très facile à comprendre intuitivement, mais sachez qu'elle peut fonctionner très bien sous diverses conditions. Même si la fonction f n'est pas strictement convexe, ou même si elle n'est pas du tout convexe, la méthode de Newton peut des fois résoudre l'équation. Bon, c'est des conditions qu'on doit étudier plus tard. Après, cette méthode, comme la méthode de gradient, peut aussi se tromper et ne pas converger. Donc, il y a tout un domaine de recherche pour trouver des conditions selon lesquelles la méthode de Newton converge. Si je pars de x1 à y1 ici, je descends sur la dérivée jusqu'au moment où je touche l'axe horizontal. Je monte ici, je descends sur la dérivée jusqu'au point où je touche l'axe horizontal encore une fois. Donc, sur ce cas de figure, la méthode de Newton la plus basique, elle peut alterner d'un point à l'autre, de gauche à droite, de gauche à droite, indéfiniment. Bon, ce type de cas de figure, il est rare, mais sachez que si la méthode est facile à comprendre généralement, il peut y avoir certaines choses, si on commence à l'implémenter, il y a plusieurs détails à prendre en compte pour être sûr que la méthode converge. Il y a aussi beaucoup de théories qui décrivent les cas de figure pour lesquels la méthode de Newton fonctionne correctement. Donc voilà la méthode de Newton pour résoudre fx égale 0. On démarre avec un point aléatoire x0. Pour éviter les problèmes de convergence, si jamais ça ne converge pas pour savoir s'arrêter, on va fixer un nombre de pas maximal n max. On démarre à n égale 1. xn plus 1 égale xn, j'applique la formule, n égale n plus 1. Et je retourne et je répète tant que j'ai pas atteint le nombre de pas maximal. Une autre condition d'arrêt, c'est pas indiqué ici, mais on peut aussi s'arrêter si jamais la dérivée vaut 0. Parce que si jamais la dérivée f' vaut 0, on peut pas faire le calcul, mais dans ce cas-là, la méthode peut être coincée quelque part. Donc, il y a des détails. Sachez que implémenter cette méthode et la faire fonctionner pour tous les cas de figure, ça demande des connaissances un peu plus fines
Et il faut regarder cette méthode en exécution sur un exemple pour voir comment ça peut évoluer. Et disons, l'implémentation finale de l'algo, c'est pas si simple, c'est pas 3, 4, 5, 6 lignes, c'est un peu plus complexe. Mais je veux insister avec vous sur un autre point. Ça, c'est la méthode de Newton pour résoudre fx égale 0. Moi, je présente un cours d'optimisation convexe. En fait, mais si la méthode de Newton permet de résoudre fx égale 0, si f c'est la dérivée d'une autre fonction, en fait, parce que la fonction d'origine à optimiser est convexe, f' de x égale 0, ça nous conduit vers le point où la dérivée de la fonction est 0. Et voilà la méthode de Newton pour l'optimisation de f, la méthode qui permet de minimiser f. C'est tout à fait la même chose que tout à l'heure, mais il y a une seule chose qui change à la ligne 5. Au lieu d'avoir f sur f', on a f' sur f double dérivée. Pourquoi? Pour minimiser f, ce que je veux résoudre en fait, donc je vais l'écrire. Pour minimiser f, je dois résoudre f' de x égale 0. C'est pour ça que ici, j'applique en fait la méthode Newton sur la fonction f'. Par la suite, on va passer à un exemple de fonction à minimiser. Disons que je veux minimiser x puissance 4 sur 20, moins 2x plus 5 plus 1. Regardez, ici vous avez fx en bleu et la dérivée de x en rouge. Comme je l'ai déjà dit, le point où f atteint sa valeur minimale est le point où la dérivée est égale à 0. Donc n'oubliez jamais le fait qu'on travaille avec la fonction d'origine f, et ce que la méthode Newton est capable de faire, c'est de résoudre f'x égale 0. Et on va résoudre f'x égale 0, mais n'oubliez pas, la fonction de départ, c'est celle en bleu. Donc, j'ai la fonction x, j'ai cette fonction-là, et là, la dérivée de cette fonction-là, c'est 4x puissance 3 sur 20 moins 2 sur 5. Or, je simplifie le 4 et j'obtiens ça. Ok? J'ai mon dérivative calculator où j'ai déjà demandé à afficher x puissance 3, donc la dérivée de la fonction que je veux minimiser. Ici, elle s'appelle f, parce que le logiciel utilise la notation f, mais c'est la fonction, je répète, c'est la fonction en rouge sur laquelle j'applique la méthode de Newton. Donc là, elle est en bleu. C'est la même fonction que celle qui était en rouge. Et on va appliquer l'algorithme de Newton, admettons. Je vais démarrer, par exemple, de x égale moins 4. Je suis là. Et je vais... On va faire étape par étape. Voilà. Donc, je vais dire que x0 égale, pour moi c'est x0, 4. F de x0 égale moins 13. F' de x0 égale 9.6. D'accord? J'applique la formule x1,
c'est x0 moins fx0 sur f', x0. Je vais ouvrir une petite fenêtre pour faire les calculs. Donc, fx0, c'est moins 13. f' de x0, c'est 9.6. Ok, les tac-tac, ça devient ça. Donc, x0, c'est moins 4. Donc, je veux évaluer ça. Je vais calculer. J'ai trouvé ça. Donc, tac. Ça, c'est mon x1. Je vais voir ce qui se passe. Donc, regardez, je suis parti de moins 4 et je suis arrivé vers moins 2,6. Je suis quelque part par là. Je vais plonger la valeur. À partir de là, je peux oublier la valeur analytique de la fonction. Je plonge les calculs ici et le logiciel, il va m'aider. Voilà. Je suis là. D'accord. Okay. Donc, x1 vaut ça. On a vu pourquoi. F de x1, c'est écrit, c'est moins 4.1009. F' de x1, c'est 4.197, admettons. Ok, donc x2, c'est pareil, x1 moins f de x1 sur f' de x1. Je vais remplacer les valeurs. Ici, je mets ça. La dérivée, je l'ai ici. C'est ça. Ici, j'obtiens plus. Et x1, c'est la valeur au-dessus. Et je vais évaluer ce que ça donne. Tac, tac, tac. Et je suis là. Admettons. 1,6. Donc, je suis parti de 2,5. 1,6, ça doit être par là. Donc, je vais prendre la valeur. Tac. Et je vais la plonger dans le logiciel. Ok. Je suis là. D'accord. Donc, d'après nos intuitions, lorsqu'on va calculer la dérivée, je vais tomber vers 0,9, je pense. Donc, je prends ça. Ok. Donc, j'ai calculé x2. J'ai obtenu ça. F de x2 est égal à... Je prends cette valeur-là. Et f' de x2, je récupère la dérivée, j'ai ça. Je continue le calcul. x3 est égal à x2 moins f de x2 sur f' de x2, f' de x2, c'est ça. F de x2, c'est ça. Ok, pardon. Et, tac tac. Et x2, c'est moins. Ok, ça s'annule, les deux négations. Et je me retrouve avec ça. Je fais le calcul. Ce que je disais, ça, je dis que c'était vers 0,9. C'est pas vraiment 0,9, c'est ça. Admettons. Donc, ce qui donne... Ok. Là, quelque chose de problématique risque de se passer. Ok, on est là. Je vais plonger cette valeur-là. Ok, je suis là.
Et vous regardez, la dérivée risque de nous porter très 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 loin. Peut-être pas encore, mais à la prochaine itération, je ne sais pas où ça va tomber, ça risque de nous porter assez loin, au lieu de converger tout doucement vers ce point-là. On va étudier x4, c'est x3, moins f de x3 sur f' de x3. Donc, je vais tout écrire. Pour x3, c'est ça. F de x3, c'est ça. Donc, je remplace tac, tac. Je remplace aussi f de x3 ici en même temps. F' de x3 est égal à, je récupère cette valeur-là, que je plonge ici pour que les choses soient claires, et ici je remplace avec cette valeur-là. Comme tout à l'heure, ici j'ai plus, et x3 c'est moins 0, tac. Ok, je vais regarder ce que ça donne. Avec le calcul, je l'ai ici. 0,29. Je suis à 0, presque 0,3. Et on va voir ce qui se passe à partir de là, parce que regardez, vers 0,3, la fonction la dérivée elle est proche de 0, ce qui est problématique. Donc, je vais plonger dans le logiciel cette valeur-là. Et voilà, la dérivée elle est très très petite. Mais la méthode de Newton continue. Avec x5 égale, donc je prends ici ça c'est x4, fx4 moins, x4 moins f de x4 sur f prime de x4. Donc f de x4 c'est combien? C'est ça. Je remplace f de x4 avec ça. Pardon. f' de x4, c'est ça, une très petite valeur, presque 0. Je remplace f' de x4 avec ça. Comme tout à l'heure, ça devient plus, et x4 c'est 0, tac, 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 c'est ça. Je fais ce calcul-là et il va sauter à droite. Je suis sauté à 7. Ouais. Je suis là, à cause du fait que la dérivée c'est presque plate, presque 0. L'intersection de la dérivée avec l'axe x me plonge quelque part vers ce point-là. 5, 6, 7 par là. Donc, j'ai fait le calcul, ça me donne ça. Ok. Mais, la méthode elle va revenir. Parce que je suis là. Et je vais voir ce que le logiciel me dit lorsque je plonge cette valeur-là. Je suis là. Regardez, la fonction elle est même pas visible là parce que sa valeur c'est très très grande, vous voyez. Mais je vais descendre très très vite. Donc fx, ouais, c'est différent que tout à l'heure. C'est pas monotone. fx5 vaut ça. Et je vais calculer x6 comme tout à l'heure. x5 moins fx5 sur f' x5 égale ici. Je mets la valeur f'. Elle est positive. La fonction est croissante à droite. Tac. Tac, tac, tac. Et x. Donc vous voyez ce qui se passe. Je suis très très loin vers le haut. Mais comme la dérivée
Elle est très abrupte. Elle va m'approcher vers la gauche. Je calcule ça. Voilà, je suis à 5,18. 5,18. Je le mets là. Et je calcule f x5. Et x7, ça va être x6. Je mets ça. Moins fx. Pardon. Je mets. Voilà. fx5. C'est ça. Moins fx5. J'applique la formule sur f' de x5. Je vais plus remplir f'. Pardon, 6. Ok, je vais plus remplir tout pour aller un peu plus vite. Donc, f de x6, c'est 27. F', c'est 16. Ok, et cette valeur, ça me ramène vers 3,47. Je dis 3,47, pardon. À peu près. Ok, j'ai trouvé x7. 3,47. Déjà, la valeur de la fonction, elle est plus humaine. Ok. Et x8, ça va être x7 3,47 moins f' de x7, f de x7. F de x7, c'est ça. Sur f' de x7, qui est ça. Donc, je me rapproche. Tac. 2,37. 2,36. Ok. Et on regarde. Je vais mettre ici 2,36. Ok, là je peux déjà zoomer. Là vous voyez c'est un peu plus clair qu'on est sur la bonne voie. Lorsqu'on va faire la dérivée par là, ça va bien se rapprocher. X9 X9 ça va être X8, ça veut dire 2,36 moins F de X8 qui est ça sur la dérivée X8 F' de X8 qui est ça. Je vais plus l'écrire. Tac tac tac, le calcul ça me donne 1,69. Ok. Et on va voir ce qui se passe. Ok, je suis là. Ok. Vous me voyez. Pour continuer, je vais faire un peu plus vite. X10 est égal à la valeur de tout à l'heure, moins fx sur f'x.
en 36. Je vais plonger en 36 ici. Regardons. Donc, vous voyez déjà qu'on n'est pas loin de se rapprocher de la valeur qui nous intéresse. x11 égale 1.36 moins la valeur de la fonction. Ouais, le problème que ici vous avez peut-être l'impression que c'est une fonction à une dérivée de 1. Mais il faut faire attention aux petites valeurs qui sont là, c'est pas tout à fait 1. Là, la dérivée c'est 1,1. Donc tout ce que je gagne à chaque étape, c'est plus ou moins la hauteur de la fonction. Je gagne à chaque fois, comme c'est vrai, la dérivée c'est presque 1, je gagne à chaque fois à peu près 0,1, la valeur de la hauteur de f. Donc je gagne 0,1 à chaque fois. Donc ça veut dire que de 1,36, je peux aller vers 26. Désolé, on va voir. Ok. Tac, ouais. 1,26. Regardez, de 1,36 vers 1,26, c'est par là. Mais ça, vous allez pas voir comment ça saute parce que je vais zoomer encore plus. Mais 1,26, c'est vraiment, je me rapproche très fortement de la valeur optimale. Mais le problème, c'est que le logiciel, il va zoomer. Mais, quand même, fx, c'est presque 0 quand même. Donc là, il a pu vraiment se rapprocher. Donc même si le logiciel a zoomé, on a du mal à voir que c'est pas 0 la fonction. Ok, là, au maximum niveau de zoom, j'ai vu que c'est 0. Tout à l'heure, il a toujours zoomé, mais là, il peut plus zoomer. Et là, si on fait encore une étape comme c'est ici, je sais pas, voilà, on va faire une dernière étape pour être sûr. x12, c'est 1.26 moins ça sur ça. Bon, c'était, oui. Je passe, ça donne ça. Ok. Et là, la dérivée est négative, ça veut dire on est passé de l'autre côté. Mais si on continue, là on a vraiment trouvé la solution. Donc, c'est plus la peine de continuer parce qu'on est trop proche de 0. Mais tout ça, voilà. Donc c'est 1,26, c'est par là. 1,26, c'est ça. Ici c'est chaque case 0,5, 1,26, 1,5, 1,26, c'est là. Mais avec ça, on a trouvé l'intersection de la fonction en rouge, la dérivée de f, avec la fonction d'origine. Donc, vous pouvez sauter si vous avez sauté toute la résolution du problème et si vous êtes arrivé ici, la dernière partie de cet exposé, c'est de comprendre un peu comment ça passe la méthode de Newton pour l'optimisation. Comment la méthode de Newton pour l'optimisation fonctionne par rapport à la fonction en bleu, x carré sur 20 moins 2x plus 1. Donc,
je voulais vous dire par rapport à ça, si la fonction de départ, de manière générale, donc là je passe à un autre sujet. L'algo du gradient et l'algo de Newton, c'est des algos itératifs. Il passe de x0, il avance vers des 0, vers x1, x2, x3. Okay. On se sert comme outil pour minimiser f du gradient, dérivé de x par rapport à x1, à x2, à xn. Et plus tard, on va voir qu'on peut aussi se servir de la matrice hessienne qui est celle que vous voyez ici, la dérivée de x par rapport à chaque paire de variables x1, 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 x2, xi, xj. Et disons, j'ai cette fonction dont j'ai parlé. Comment je peux interpréter la méthode de Newton par rapport à la fonction d'origine et non pas par rapport à sa dérivée? Ça, c'est la fonction d'origine. Ça, c'est le point minimal. C'était 1,26 d'après ce qu'on a trouvé. Mais disons que je pars d'ici de xk qui vaut ça. Par rapport à la fonction d'origine f, je ne parle pas de sa dérivée. Bon, je calcule sa dérivée qui donne ça. Au niveau du point xa, je peux avoir cette dérivée. Ok, la dérivée elle est calculée comme ça, très bien. Si je réécris la dérivée, je peux obtenir cette ligne-là. Ce que je peux dire, c'est que f de x ressemble à cette fonction-là, qui est représentée en jaune. Elle ressemble à cette fonction si je zoome sur le point xk. Sur le point xa, ça ressemble à ça. Oui. Mais dans l'absolu, sur toute la longueur de l'axe horizontal, elle ne ressemble pas à cette fonction-là. Mais je peux me poser quand même comme question, je veux minimiser f. Bon, je peux, vous voyez, la fonction en jaune, je peux l'avoir un peu comme une relaxation de f. Je sais qu'elle est en dessous du graphique. Et je peux dire que je peux avancer le long de cette fonction-là pour trouver sa valeur minimale. Sauf que si je fais ça, la valeur minimale de cette fonction fxk plus f'xk x moins xk, c'est cette fonction linéaire. Le problème, c'est qu'elle va aller vers l'infini si je me déplace à droite autant que possible. Mais quelle que soit la valeur de la dérivée dans un point, je peux toujours tomber vers moins infini, parce que c'est une fonction linéaire qui peut facilement aller vers moins infini. Donc, ici, quelque chose n'est pas suffisant. Ça va vers l'infini. Ce qui est possible de faire pour ce cas de figure, c'est d'aller un peu plus loin dans l'expression de l'approximation de la fonction f. Si j'exprime f en fonction de sa dérivée, de sa première dérivée, de sa deuxième dérivée, si vous suivez l'expansion de Taylor d'une fonction, bon, ça peut ressembler à ça. Vous avez ici la fonction que je veux. Qu'est-ce que je vais faire? Je remplace la fonction d'origine fx avec cette nouvelle fonction qui est écrite ici en bas. D'accord? Et mon objectif, c'est de trouver le x, la valeur de x qui va devenir mon xa, qui minimise cette fonction-là. Ok? Et je vais, pour avoir le x qui minimise cette fonction-là, je vois ça comme une fonction de x. Je calcule sa dérivée en fonction de x pour trouver le x qui me donne sa valeur minimale. D'accord. Si je dérive en fonction de ça, en fonction de x, ça me donne le premier terme, il ne contient pas de x. Le moins xk ici, multiplié par f'xk, ne contient pas de x. La dérivée de cette fonction-là, c'est f'xk, parce que je dérive f'xk fois x, plus f double dérivée x de xk fois ce truc-là fois quoi?
x carré moins 2x plus xk carré dérivée sur 2. La dérivée de ça, c'est quoi? Xk, c'est une constante par rapport à x. Ça compte pas. 2x dérivé, c'est 2. X carré dérivé, c'est 2x. Ok, j'obtiens ça. Donc, comme je divise par 2, le 2 disparaît et j'obtiens ça. Ok, mon objectif, c'est de trouver la valeur, la valeur de x. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. J'ai 2x fois xk ici. Excusez-moi, la valeur à dériver. Mais xk carré, ça ne compte pas. Ici, j'ai 2xk en fait. 2x, moins 2xk, plus de dérivée, je remplace, je divise par 2, j'obtiens ça. Ce truc-là doit être égal à 0. Et moi, il faut que je trouve le nouveau x. Qu'est-ce que je peux faire? Je divise tout par f double dérivée de xk. Donc, tac, 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 je fais une fraction, tac. Pardon. Ce terme-là reste comme ça, mais celui-là, il devient une fraction. Pardon. Donc, je prends ça, je divise tout par ça. Ça devient une fraction. Ok. Et je peux l'écrire comme ça. Égale 0. Je passe le xk à droite. Xk. Et je fais moins. Je passe toute la fraction à droite. Et j'obtiens ça. Donc, avec ça c'est en moi. Donc j'obtiens que x c'est ça veut dire x k plus 1 égale xk moins ça. Autrement dit, grâce à cette interprétation, lorsque je minimise cette fonction-là, qui est l'approximation de f par une fonction quadratique, je retombe dans la formule de Newton. Je parle de la formule de Newton, méthode de Newton pour l'optimisation de f. Si je veux que résoudre fx égale 0, j'ai une seule fois dérivée ici. Sinon f' sur f double dérivée, c'est vraiment la même chose qu'on a obtenu ici. Donc, c'est le alpha, la longueur de pas qu'on a calculé de cette manière-là. Et là, on obtient la même formule, elle est écrite peut-être d'une manière plus claire. Ok, vous voyez. Et, la prochaine fois, on doit discuter de la généralisation de cette histoire-là en plusieurs dimensions. Qu'est-ce qui se passe en plusieurs dimensions? En fait, on va voir, c'est relativement simple, ça va devenir ça. Ici, au lieu de la dérivée, j'ai le gradient de f, et au lieu de la division par f double dérivée, j'ai ce que j'appelle la matrice hessienne. Donc, la matrice de toutes les dérivées qui a été déjà affichée, qui était déjà affichée ici. Ça, c'est la matrice hessienne. C'est une matrice carrée. Donc ici, on a un vecteur, une matrice carrée puissance moins 1. C'est l'inverse de la matrice carrée, parce que regardez la formule en une seule dimension, c'est 1 sur la double dérivée. Donc pour des raisons très similaires avec ce qui se passe en une seule dimension, lorsqu'on passe en deux dimensions, je vais en bref finir avec cette formule-là.
Ce qu'il faut retenir par rapport à la méthode de gradient, c'est que la multiplication avec une matrice qui peut être assez complexe ici parce que c'est l'inverse d'une matrice, fait que la direction vers laquelle je m'avance, ça va pas être un multiple du gradient. Dans la méthode du gradient, j'avance le long du gradient. Je multiplie le gradient par un simple alpha que je dois définir selon le problème étudié. Mais lorsque je suis en plusieurs dimensions, le fait de multiplier le gradient, qui est un vecteur par une matrice, ça veut dire que le résultat de ce calcul-là, ça va pas être généralement un multiple du gradient. Ça va être une autre direction. Ce qui fait qu'en plusieurs dimensions, la méthode du gradient et la méthode de Newton n'avancent pas vers les mêmes directions. Quand on est sur un problème comme celui que j'ai résolu ici, quand on est sur un problème en une seule dimension, la méthode de Newton ou la méthode du gradient, à chaque étape, on doit aller soit à gauche, soit à droite. Et très souvent, les deux méthodes avancent peut-être toujours à gauche ou toujours à droite. Il peut y avoir une collinéarité entre les directions, mais en plusieurs dimensions, c'est plus le cas. Et ce qui rend plus difficile l'application pratique de la méthode de Newton, c'est vraiment cette matrice-là qui peut être difficile à calculer à cause de sa taille. Et il faut calculer l'inverse aussi. Alors que pour la méthode pour la descente du gradient, on a un simple alpha. Merci d'avoir suivi cet exposé. Bonne continuation.